Retour de 146 militaires russes et 8 civils de la région de Kursk depuis le territoire contrôlé par le régime de Kiev. L'Ukraine continue d'attaquer les infrastructures énergétiques russes, se moquant des pays européens qui dépendent de ces dernières. Bonsoir à vous et bienvenue sur RT en français depuis Moscou. La Russie continue de travailler au retour de ses citoyens détenus en Ukraine. 146 militaires russes rentrent dans leur pays dans le cadre d'un nouvel échange. Je ne comprends pas encore comment je me sens, parce que j'ai été en captivité pendant 3 ans. Je n'arrive pas encore à croire que c'est arrivé, parce que j'ai été condamné et il était impossible pour un condamné de sortir de là. Comme toujours, l'échange se fait via le territoire biélorusse où les militaires reçoivent l'aide psychologique et médicale nécessaire avant leur départ pour Moscou. Les Émirats arabes unis ont également joué un rôle de médiateur humanitaire. Vladimir Medinsky a souligné le fait que la diminution du nombre de personnes échangées indique que Kiev est à court de prisonniers de guerre russes. Kiev a de nouveau sélectionné les candidats, cette fois parmi les 1000 prisonniers de guerre de l'armée ukrainienne qui s'étaient adressés à Zelensky. Apparemment, il ne reste que très peu des nôtres chez eux. Le fonds d'échange de l'Ukraine approche de zéro. C'est bien. Et nous avons encore des milliers de prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes. En outre, 8 autres habitants de la région de Kursk, détenus à Soumy depuis février, seront rapatriés aujourd'hui. La déléguée aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, Tatiana Moskalkova, les a accueillis sur le territoire biélorusse. Nos compatriotes, nos semblables reviennent à leurs parents et à leurs proches. Nous étions chaque jour en contact avec leurs enfants et leurs petits-enfants, entendant leurs voix désespérées. Quand nos parents et proches reviendront-ils? Aujourd'hui, ils reviennent enfin en Russie. Depuis le territoire biélorusse, nous nous mettons en route vers Moscou, où nous attend un convoi créé par le gouverneur par intérim de la région de Kursk, entamant ainsi le retour à la patrie. Qui sème le vent récolte la tempête. Les médias français adorent accuser RT de désinformation. Ou plutôt, ils essaient de le faire. Cette fois, TF1 a commencé à accuser lourdement RT d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle et à la modification d'images. Ces dernières découlent de la publication d'une vidéo où l'on peut voir un véhicule blindé américain capturé traversant la région de Zaporojie en arborant les drapeaux russes et américains. De vives accusations fondées sur pratiquement rien. Comment les réfuter? Très facilement. Pour commencer, RT a publié une version étendue de la vidéo qui dure plus de 10 minutes. Mais même dans ce cas, quelqu'un pourrait crier au vidéomontage et à l'usage de l'intelligence artificielle. Et que dire des commentaires exclusifs de la brigade de chars qui disposait justement de ce véhicule blindé américain? Nous avions une mission de reconnaissance, étudier l'itinéraire, les voies d'accès, comment entrer et ressortir. Nous avons alors proposé au commandant d'accrocher un drapeau américain. C'était un véhicule américain, un trophée de guerre. Allez les gars, faites ça bien, accrochez-le, nous a-t-il répondu. Nous l'avons fait et nous sommes repartis tranquillement. Au départ, c'était une blague pour agacer les Ukrainiens. Finalement, tout a marché comme prévu. Ermak et d'autres ont commencé à publier les images. On a alors pu lire que la Russie utilisait un véhicule de trophée arborant à la fois le drapeau américain et le drapeau russe. Certainement, nous pouvons répondre à tout le monde, à toute réfutation. Nous pouvons prouver à tout le monde, à tous les médias, à tous les niveaux, toutes les actions militaires que nous montrons ici. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour dire que tout cela n'était qu'un montage et que les personnes filmées n'existent pas? Cependant, même les preuves les plus solides n'inciteront probablement pas les médias occidentaux à cesser d'accuser RT de propagande et de désinformation. Mais comme le dit la devise de RT, osez questionner. À l'occasion de la journée de l'indépendance de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a publié un discours vidéo pompeux, mais derrière ces belles paroles adressées aux Ukrainiens, une chose est certaine,
Zelensky a une fois de plus affirmé qu'il n'était pas prêt à faire des compromis. Volodymyr Zelensky est de retour avec les grands discours. Il parle d'une Ukraine forte et indépendante. Il parle de partenariat avec les pays européens et non de mendicité. Des paroles fortes, mais correspondent-elles à la réalité? Voici ce qu'a déclaré le chef du régime de Kiev à l'occasion de la journée de l'indépendance de son pays. L'Ukraine ne demande pas, elle propose l'alliance et le partenariat, la meilleure armée d'Europe, des technologies de défense de pointe, l'expérience de la résilience. Nous disons, nous avons besoin de l'UE, oui, mais elle n'a pas moins besoin de nous. Et tout le monde le reconnaît. Et l'Ukraine est reconnue comme telle, non comme un parent pauvre, mais comme un allié solide. L'Europe a besoin de l'Ukraine. Pourtant, on croit les multiples chèques qui vont de l'Europe vers l'Ukraine, mais jamais dans le sens inverse, c'est plutôt le contraire. Dépenser des milliards n'est pas une chose difficile. À titre de rappel, les alliés de l'OTAN ont dépensé plus de 50 milliards d'euros pour la seule année 2024 et prévoient de dépenser autant cette année. Et les nouvelles annonces de transfert de centaines de millions de dollars ne font que continuer d'affluer. En collaboration avec l'Allemagne, nous sommes en train de garantir que l'Ukraine reçoive des systèmes de défense antiaérienne puissants. L'Allemagne et la Norvège collaborent de manière très étroite afin de soutenir l'Ukraine. La Norvège et l'Allemagne financeront 2 systèmes patriotes, y compris des missiles. De plus, la Norvège contribuera à l'acquisition de radars de défense antiaérienne du producteur allemand Hensoldt et de systèmes de défense antiaérienne de Kongsberg. L'Ukraine se dit indépendante, mais elle dépend complètement de l'aide occidentale. Son armée ne tiendrait pas une demi-heure sans les livraisons d'armes, de fonds et de renseignements venus de l'OTAN. Cependant, Zelensky continue de prétendre que c'est bien l'Ukraine qui décide de tout. Mais n'oublions pas que c'est celui qui paie les violons qui choisit la musique. L'Ukraine est écoutée, prise en considération et entendue. Sa place est à la table des négociations. On ne lui dit pas « attendez dehors ». On lui dit « c'est à vous de décider ». Même pour utiliser des missiles à longue portée, Kiev doit attendre le feu vert de ses partenaires, ce qui montre bien que les décisions majeures sont prises ailleurs. Une situation qui illustre que Kiev n'agit pas en acteur souverain, mais comme un instrument de la stratégie occidentale dirigée contre la Russie. Le Pentagone bloquait depuis des mois l'utilisation par l'Ukraine de missiles à longue portée pour frapper à l'intérieur de la Russie, d'après des responsables américains. Une procédure d'agrément de haut niveau du département de la Défense, qui n'a pas été annoncée, a empêché l'Ukraine d'utiliser des systèmes de missiles tactiques à longue portée américains ou ATACMS contre des cibles en Russie depuis la fin du printemps. Selon les rapports de responsables, au moins une fois, l'Ukraine a tenté de tirer des ATACMS contre une cible sur le territoire russe. Mais cela lui a été refusé, ont déclaré 2 officiels. Dans ces conditions, le chef du régime de Kiev ne semble pas avoir sa place à cette table de jeu, à moins qu'il ne soit lui-même une carte à jouer dans une mauvaise main. Pendant ce temps, Zelensky continue de rêver à de grandes victoires. Par exemple, il a déclaré que la Crimée serait un jour réunie à l'Ukraine. Mais même Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que c'était impossible. Et n'oublions pas que le bluff est parfois bien trop évident. Kiev n'a que faire de la morale et du bon sens quand il choisit ses cibles. Outre les civils, l'armée ukrainienne vise souvent des infrastructures utiles aux 2 camps. Dans la nuit du 24 août, la centrale nucléaire de Kursk, dans le sud-ouest de la Russie, a été attaquée par un drone ukrainien. La détonation de l'appareil intercepté par la défense russe a endommagé un transformateur et provoqué un incendie local entraînant l'arrêt partiel du fonctionnement de l'installation. Aucune victime n'est à déplorer, le niveau de radiation est resté dans les normes. Mais l'attaque a provoqué de vives critiques. Le gouverneur de la région de Kursk, Hinstein, a dénoncé une violation des conventions internationales. Des frappes contre une centrale nucléaire ne constituent pas simplement un crime de guerre, mais une menace à la sécurité nucléaire et la violation de toutes les limites des conventions internationales. Les employés de la centrale nucléaire ont poursuivi et poursuivent leur activité dans ces conditions difficiles. La tentative de saper la construction de la nouvelle centrale nucléaire et y causer du tort témoigne du caractère ignoble de l'ennemi. Tous les responsables de ce crime devront recevoir un juste châtiment. L'AIEA utilise à nouveau la langue de bois. Elle a déclaré être au courant de l'incendie du transformateur liant ce dernier à une, je cite, activité militaire, évitant ainsi toute accusation directe contre Kiev.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a accordé une interview exclusive à la chaîne américaine NBC dans laquelle il a exposé clairement la position de la Russie dans le conflit avec l'Ukraine. L'interview du ministre russe des Affaires étrangères a commencé directement par une question d'une journaliste américaine concernant une rencontre hypothétique entre le président russe, Vladimir Poutine, et Volodymyr Zelensky. Lavrov a indiqué qu'en dépit des rumeurs qui circulent dans les pays européens, la partie russe n'a fait que préciser les conditions dans lesquelles une telle rencontre pourrait avoir lieu. En réalité, hier, lors de la conférence de presse après ma rencontre avec le ministre indien des Affaires étrangères, j'ai réitéré que le président Poutine était prêt à rencontrer le président Zelensky, à condition que cette réunion serve véritablement à décider quelque chose. Une rencontre où Zelensky aurait une autre occasion de faire du théâtre n'est pas ce que nous croyons utile. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il aime jouer à des jeux et fasse divers spectacles. Mais cela ne résoudra pas le problème car il a publiquement déclaré qu'il ne discuterait pas de territoire, défiant ainsi le président Trump et nos autres collègues américains qui ont affirmé que la question territoriale devait être sur la table. Il a clairement affirmé que personne ne pouvait lui interdire de rejoindre l'OTAN, ce qui, une fois de plus, contredit catégoriquement ce que disait le président Trump. Au cours de l'entretien, des questions provocatrices ont été posées à plusieurs reprises au ministre. Cependant, toutes ces questions reflètent une fois de plus le point de vue de l'Occident sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Sergei Lavrov a expliqué que la Russie n'était pas intéressée par de nouveaux territoires, seulement par les siens, car le gouvernement russe veut assurer sa protection et celle de son peuple, ce qui est de facto la politique poursuivie par Trump aux États-Unis. C'est pourquoi les présidents russes et américains ont trouvé un terrain d'entente sur les termes d'un futur accord russo-ukrainien. We don't have any interest in territories. Les territoires ne nous intéressent pas. Nous avons le plus grand territoire du monde. Ce qui nous préoccupe, à la différence de ceux qui évoquent la question de l'invasion et de la conquête de toujours plus de terres, ce sont les habitants de ces territoires, dont les aïeux y ont vécu pendant des siècles, y ont bâti des villes, construit des usines, des ports et développé l'agriculture. Et aujourd'hui, ces gens sont qualifiés d'étrangers. Après les discussions entre Trump et Poutine en Alaska, les réactions ont été vives en Europe. Et beaucoup les décrivent comme des craintes. Zelensky a évidemment cherché du soutien et réconfort partout où il le pouvait, partageant ces mêmes craintes occidentales. Lui, qui prétend vouloir la paix, fait tout pour l'éloigner. La réaction à la réunion d'Anchorage, le rassemblement de ses représentants européens à Washington et ce qu'ils ont fait après indiquent qu'ils ne veulent pas la paix. Ils déclarent qu'ils ne peuvent permettre la défaite de l'Ukraine, qu'ils ne peuvent permettre à la Russie de gagner. Ils parlent en ces termes, victoire, défaite, et ainsi de suite. Nous avons proposé à plusieurs reprises un règlement pacifique par la voie diplomatique. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas nous qui avons saboté l'accord, qui était pratiquement conclu en avril 2022. La politique du régime de Kiev, qui entend éradiquer absolument tout ce qui est russe, couper tous les liens avec la culture russe, n'est que déni et réécriture de l'histoire. Comme l'a noté Sergei Lavrov, sans connaissance de l'histoire, il est impossible de comprendre les causes profondes du début de l'opération militaire spéciale. Et toutes ces vociférations selon lesquelles la Russie est l'agresseur ne sont que la preuve de l'ignorance de l'histoire ancienne et commune des deux pays. L'Ukraine continue de prouver qu'elle ne se soucie que de ses propres intérêts. Zelensky entend poursuivre ses frappes contre les installations énergétiques russes, même si les pays européens en ressentent les conséquences. Il y a quelques jours, l'Ukraine a attaqué l'oléoduc Droujba, en français Amitié, situé à la frontière russo-biélorusse pour la 3e fois en un mois. Cela ne cause presque aucun dommage à la Russie, contrairement aux pays européens qui ont besoin de son pétrole, comme l'ont confirmé la Hongrie et la Slovaquie. Cependant, l'Ukraine, indifférente au sort de l'Europe, entend continuer sur cette voie, car personne n'a le droit de lui interdire de mener ses attaques, selon les propos du chef du régime de Kiev dans son discours à la nation. Il en sera ainsi puisque l'Ukraine d'aujourd'hui n'est plus la même. L'Ukraine est plus forte et se respecte. L'Ukraine n'a pas besoin de gestes de bonne volonté, mais dispose de sa propre volonté pour mettre en œuvre ce dont nous avons besoin. Lorsque l'ennemi frappe notre secteur énergétique, veut nous priver d'électricité et de chauffage, alors ses propres raffineries s'embrasent. Et personne ne peut nous interdire ces frappes puisque c'est la justice qui frappe. Pourtant, le fait que certains pays de l'UE, dont l'Ukraine souhaite tant faire partie, peuvent se retourner contre elle, ne l'arrête pas. Selon le vice-président du Conseil national de la République slovaque, l'Ukraine pourrait être plus reconnaissante pour l'aide reçue, vu le prix payé par l'Europe.
Pourtant, Kiev continue de nuire aux intérêts des pays européens. Chers amis, le président Zelensky et ses représentants ont dû perdre la tête. Comment qualifier autrement leurs attaques répétées contre l'oléoduc Druzhba? L'Ukraine a déjà coûté trop cher à l'UE. Au lieu de nous être reconnaissants de les avoir aidés avec plus de 3 milliards d'euros et d'essayer d'aider les Ukrainiens qui sont ici, ils nous ont encore une fois trahis et nous font du chantage. Bruxelles, de son côté, refuse de reconnaître que l'Ukraine ne prend pas en compte les intérêts de l'Europe. Elle nie également la responsabilité ukrainienne dans les attaques qui ont entraîné l'interruption des livraisons de pétrole. On a déjà vu les mêmes actions en 2023 lorsque l'Ukraine a voulu exporter ses céréales vers l'Europe, même au détriment des intérêts des agriculteurs européens. Volodymyr Zelensky a alors accusé les pays de l'UE, qui avaient limité ses livraisons, de soutenir la Russie. Nous avons lancé depuis nos ports un corridor d'exportation maritime temporaire et nous travaillons dur pour préserver les routes terrestres pour les exportations de céréales. Il est alarmant de voir certains en Europe jouer la solidarité dans ce théâtre politique, faisant un spectacle de nos récoltes. Zelensky a depuis longtemps décidé que ses souhaits devaient être satisfaits immédiatement et sans condition par l'Europe, ce qu'il continue évidemment d'exiger. Récemment, il s'est plaint du manque de financement et a réclamé que l'Europe s'endette pour continuer à approvisionner le régime de Kiev. L'UE a offert la possibilité d'obtenir 150 milliards d'euros. Les pays de l'Union peuvent emprunter ces fonds en remplissant certaines obligations et les transférer par la suite à l'Ukraine. Déjà, 10 pays se disent prêts à emprunter cet argent, mais rien ne dit qu'ils y ont recours et nous le transférerons. Je pense qu'il y a des questions à poser à l'OTAN et à l'UE. Bruxelles continue de fermer les yeux sur les actions du régime de Kiev, faisant ainsi plaisir à Zelensky. Dans le cas de l'oléoduc Druzhba, la Commission européenne a confirmé avoir reçu une lettre des ministres hongrois et slovaques des Affaires étrangères leur demandant de faire pression sur l'Ukraine. Cependant, l'organisation affirme qu'il n'existe aucune menace pour la sécurité des approvisionnements malgré le fait que le pétrole russe soit la seule source de carburant pour ces pays. Au lieu d'apporter des propositions constructives pour résoudre la crise, Zelensky se moque de la Hongrie au sujet des frappes ukrainiennes contre l'oléoduc Druzhba, Druzhba signifiant amitié en russe. Nous avons toujours soutenu l'amitié entre l'Ukraine et la Hongrie. Désormais, cette amitié dépend de la position que la Hongrie choisira. La réponse de la Hongrie à ces moqueries flagrantes de l'Ukraine ne s'est pas fait attendre. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a appelé Zelensky à cesser de violer la souveraineté de la Hongrie. Zelensky a profité de la fête nationale de l'Ukraine pour menacer la Hongrie. Nous rejetons fermement l'intimidation du président ukrainien. Ces derniers jours, l'Ukraine a perpétré de sérieuses attaques contre nos infrastructures d'approvisionnement en énergie. Une attaque contre la sécurité énergétique est une attaque contre la souveraineté. Une guerre avec laquelle la Hongrie n'a rien à voir ne peut jamais justifier une violation de notre souveraineté. Nous appelons Zelensky à cesser de menacer la Hongrie et mettre fin aux attaques irresponsables contre notre sécurité énergétique. Et à présent, retour sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. À son retour de Washington, où il a désespérément tenté de convaincre Donald Trump d'augmenter la pression sur la Russie, Emmanuel Macron a fait une apparition devant les caméras. Le président français n'a pas manqué cette occasion pour évoquer de nouveau la menace russe. Le chef de l'État français a souligné que Vladimir Poutine ne méritait pas la confiance des Européens car la Russie était prédatrice par nature. Information, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux XVK, Telegram, tout l'univers numérique de RT en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain point sur l'actualité dans une trentaine de minutes.